le magazine de la Grâce matinale, l'invité. Il est 12h sur Fréquence Protestante, sur le magazine de la Grâce matinale, l'émission qui traite de l'actualité de la semaine. Et tout de suite, c'est l'interview du jour faite par notre journaliste, Zoé Lauvergne. Ce midi, Zoé Lauvergne, vous vous intéressez à un texte important voté par le Parlement européen il y a 2 semaines, un nouveau règlement sur l'immigration. Bonjour Zoé. Bonjour Raphaël et bonjour Tania Rachaud. Bonjour. Vous êtes chercheuse en droit européen et consultante pour le CCFD Terre Solidaire. Il y a 15 jours, le 17 juin, le Parlement européen a adopté le règlement Retour, un règlement qui durcit les règles visant les personnes en situation irrégulière dans l'Union européenne sans droit de séjour. C'est un texte qui a été porté par l'extrême droite et la droite et qui a largement été adopté avec 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions. Le texte doit désormais être adopté formellement par le Conseil de l'Union européenne. Et l'objectif avec ce texte, c'est de rendre les procédures de retour plus rapides et d'avoir une meilleure coordination entre les États membres. En 2025, entre 20 et 28% des ordres de quitter le territoire de l'Union européenne sont effectifs seulement, donc 1 sur 4. Le texte prévoit donc de nombreuses mesures, mais celle qui est sans doute la plus médiatisée en ce moment, c'est la possibilité pour les États européens de créer des hubs de retour dans des pays hors de l'Union européenne. Concrètement, derrière cette expression de hub de retour, qu'est-ce qui se cache en fait ? Alors l'idée, c'est de permettre de renvoyer des personnes hors du territoire de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est de se dire il faut absolument pas que les personnes en situation irrégulière restent sur le territoire européen. Donc on va prendre des accords avec des États en dehors. Par exemple, là, en débat, il y a l'Ouzbékistan, l'Ouganda ou le Kenya. Et donc, on va leur donner de l'argent et que ces pays tiers, donc en dehors de l'Union européenne, créent des centres où ils vont accueillir toutes les personnes qui ne sont pas éloignables par ailleurs et donc qui seront mises dans ces centres et on ne sait pas trop ce qui s'y passera. Et pourquoi elles ne peuvent pas être éloignées dans leur pays d'origine, tout simplement parce qu'en réalité... il y a des situations qui sont complexes dans les personnes qui sont en situation irrégulière. Déjà, il y a plein de situations, plein de réalités différentes, mais un des points de crispation qui existe au niveau de l'Union européenne, c'est la situation avec les Afghans, par exemple. Et donc, si on prend des Afghans, aujourd'hui, les Afghans ne peuvent pas, en tout cas pour la France et la majorité des pays européens, être envoyés par avion vers Kaboul. Il n'y a pas de liaison aéroportuaire. Il n'y a pas de discussion avec les talibans pour que ces Afghans soient reçus dans leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, un Afghan en France qui n'a pas obtenu l'asile, qui est en situation irrégulière, il ne peut pas être éloigné. Peut-être il peut essayer d'obtenir un titre de séjour par ailleurs, mais sa situation est assez complexe. Et donc, face à cela, il y a certains États comme l'Allemagne, par exemple, qui a commencé déjà à discuter avec le Qatar pour faire des premiers envols entre l'Allemagne puis le Qatar, Kaboul, pour éloigner des Afghans. Et pour continuer sur cet exemple, ce qui est assez grave, c'est que Bruxelles, Bruxelles, on ne sait pas si c'est l'Union européenne ou la Belgique, mais c'est un peu les deux cette fois-ci, ont accueilli les talibans. Donc aujourd'hui, on en est là. On discute avec un régime qui est, je ne sais même pas comment le qualifier à ce jour, mais qui est catastrophique au moins. Et donc les talibans ont été accueillis la semaine dernière, le 22-23 juin. Et pourquoi ils ont été accueillis ? Pour discuter des retours. Donc là, il y a vraiment une idée de se dire, aujourd'hui, la situation des Afghans en Europe, elle serait tellement problématique qu'on en vient à discuter avec le régime des talibans pour faire en sorte qu'on puisse organiser des retours. Et si on ne peut pas, on les enverra dans des centres, dans des pays tiers, mais surtout pas sur le territoire européen. Et aussi dans cette question donc, de ces centres, est-ce qu'on sait un peu plus sur le nombre de personnes que ça peut concerner ? Aussi en termes de durée, ce serait pour combien de temps ? Est-ce qu'on a aussi des précisions sur ces données-là, plus techniques, pratico-pratiques ? Non, mais alors c'est là aussi où c'est très inquiétant. Parce qu'en fait, la réalité des hubs de retour ou des centres qui seraient dans des pays tiers, c'est que les États membres auraient la responsabilité de transférer les personnes dans ces pays tiers. Et puis après, c'est plus leur problème, en fait. Ce qui se passe ensuite, une fois que... une personne afghane est en Ouzbékistan, ça regarde l'Ouzbékistan et du coup l'Allemagne, la France ou n'importe quel autre pays
s'en fichent, quoi. Et donc ça, en plus, ça n'est pas très cohérent avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui responsabilise chaque État dans ces situations d'éloignement. C'est-à-dire que si un État renvoie donc un Afghan en Afghanistan, typiquement, il peut être tenu pour responsable de violation des droits humains liés au traitement inhumain et dégradant et à la torture. Et donc, la France, les autres pays européens ne sont pas supposés le faire puisqu'ils sont engagés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a eu une discussion en parallèle et on voit aujourd'hui que les États en fait, de l'Union européenne s'organisent vraiment beaucoup pour faire en sorte que le sujet de la migration comment je pourrais dire, échappe aux questions de l'état de droit et au respect des droits humains. Donc, c'était en mai dernier, ils se sont réunis en Moldavie et ils ont adopté une déclaration pour dire la Cour européenne des droits de l'homme, c'est super ce qu'elle fait, mais si elle pouvait se mêler un tout petit peu moins des sujets de migration, ce serait vraiment super. Alors que la réalité, c'est que 5% des affaires à la Cour européenne des droits de l'homme concernent les sujets de migration et que la moitié seulement d'entre eux donnent lieu à des condamnations. Donc finalement, très faible. Mais c'est un des obstacles principaux pour qu'un éloignement soit réalisé vers un pays où quelqu'un va risquer sa vie ou va risquer d'être torturé. Et est-ce que ces centres de rétention à l'étranger, hors du sol des pays de l'Union européenne, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que juridiquement ça tient ? Parce qu'il y a déjà eu des tentatives d'accord, notamment entre l'Italie et l'Albanie, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, et le Rwanda, mais c'est des tentatives qui ont eu lieu. Est-ce qu'elles ont marché ? Est-ce que juridiquement ça pourrait se faire en fait ? Alors déjà, la France n'y croit pas trop, parce qu'elle n'a pas l'intention d'investir dans des centres de retour à ce jour. On a des élections qui arriveront l'année prochaine, tout peut changer, mais pour l'instant, c'est la position de la France. Les exemples précédents avec l'Albanie ou le Rwanda concernaient initialement des personnes qui demandent l'asile. Ça, c'est un autre volet, en fait. Mais là, encore une fois, on est sur une stratégie d'ensemble, en fait. On essaye d'éviter que les personnes arrivent en situation irrégulière sur le territoire européen. Et ensuite, si elles y sont, on évite qu'elles s'y maintiennent. Mais là, avec le Rwanda et l'Albanie, c'était éviter qu'elles arrivent sur le territoire européen. Donc pour le Royaume-Uni et le Rwanda, l'idée, c'était de dire si une personne aurait pu demander l'asile ailleurs, donc par exemple en France qui est sur le passage, elle aurait dû demander là-bas, et si elle l'a pas fait, hop, on s'envole vers le Rwanda, et c'est le Rwanda qui traitera la demande d'asile. Le premier avion qui devait décoller s'est fait arrêter quand même sur le tarmac par la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit non, arrêtez tout de suite. Il y a un Irakien dans cet avion qui risque peut-être des traitements inhumains et dégradants. Donc, tant que sa situation n'est pas clarifiée, vous l'emmenez pas à Rwanda. Et ça s'est arrêté là parce qu'ensuite, il y a eu un changement de gouvernement au Royaume-Uni. L'Italie et l'Albanie, c'est la même chose. Initialement, l'Italie, les critères au début, c'était de dire lorsque des personnes sont sauvées en haute mer par des gardes-côtes italiens, eh bien, elles sont triées en fonction de leur vulnérabilité et de leur nationalité pour savoir si elles viennent d'endroits qui sont considérés comme sûrs. Et en l'occurrence, il restait que le Bangladesh et l'Égypte, en fait, des personnes qui arrivent en embarcation précaire par la mer, de pays qui sont considérés comme sûrs par l'Italie, mais vraiment loin de l'être. C'était le Bangladesh et les Égyptiens. Donc, il y avait 20 Bangladais et Égyptiens qui ont été renvoyés comme ça en Albanie au début. Et ça a vite... le juge italien a vite mis fin à cette pratique en disant, justement, on ne peut pas considérer que l'Égypte soit pleinement sûre. Ça ne l'est pas pour les personnes en fonction de leur orientation sexuelle. Le Bangladesh, le même problème et tout ça. Donc, ça a été annulé. Et finalement, l'Italie a agrandi les critères pour accueillir des personnes aussi dans le cadre du retour. Donc, c'est un peu le premier hub de retour des personnes qui seraient éloignées. Mais ce qu'on voit avec l'exemple italien, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans la construction des centres. Par ailleurs, c'est des agents italiens qui sont dans les centres en Albanie. Donc ça aussi, juridiquement, c'est un peu intriguant. Et il y a eu beaucoup d'argent pour le fonctionnement d'un centre totalement vide depuis quasiment le début et qui, au plus, a pu accueillir, 20 personnes. Enfin, il y a une aberration, une disproportion totale entre tout l'argent qui est investi dans les moyens d'éviter l'arrivée ou les moyens de faire en sorte que les personnes soient éloignées par rapport à l'argent qui pourrait être mis dans l'accueil, probablement beaucoup moins, et qui éviterait toutes ces discussions autour de la réalité du respect des droits humains dans ces centres. Oui, parce que pour donner quelques chiffres, pour qu'on se rende compte aussi en termes d'ordre de grandeur, selon la Commission européenne, chaque année, il y a 400 000 étrangers qui reçoivent en fait un ordre de départ
pour vous donner cet ordre de grandeur, dans l'Union européenne, la population, c'est 450 millions de personnes. Voilà, 400 000 qui reçoivent un ordre de quitter le territoire de l'Union européenne. Donc effectivement, il y a cette question de se dire, est-ce que cet argent-là, aller faire des centres à l'étranger, est-ce qu'il ne serait pas peut-être même d'une manière de logique économique, plus logique de le faire dans de l'accueil de ces personnes-là? Non, mais ça me paraît évident. En plus, sur les 400 000, on peut aussi dire que quand même, il y a 150 000 qui viennent de la France. Hein. Nous, on est producteurs de OQTF. Donc maintenant, tout le monde connaît OQTF. Je ne sais pas si je dois le repréciser, mais les obligations de quitter le territoire français, nous, on en produit vraiment à tour de bras par rapport aux autres États européens où c'est, par exemple, donc, en Allemagne, c'est à peu près 40 000, là où la France, c'est 150 000. Alors qu'il y a beaucoup plus de personnes étrangères en Allemagne, beaucoup plus de population en général. Pourquoi ? Parce que nous, on délivre des OQTF à l'égard de toute personne en situation irrégulière, quelle que soit sa nationalité. Ce que ne font pas les autres États européens. Ce qui fait aussi que notre taux d'effectivité est assez, disons-le, pourri. Parce que si on dit 150 000 éloignements et qu'on en fait 10-15 000, on est on est en moins de 10% de taux d'éloignement. Donc on baisse le taux d'éloignement européen parce que les autres pays sont plus cohérents, quoi. 40 000 mesures d'éloignement en Allemagne et un peu moins de 10 000 éloignements réalisés. Là où c'est intéressant, c'est qu'en France, on fait le plus d'éloignements quand même. Mais on a un mauvais taux d'effectivité. Bon, c'est difficile de tout corréler. Ce qu'on sait, c'est que l'éloignement en France, il a été chiffré à environ 4 400 euros par éloignement. Il y a un très bon rapport de la Cour des comptes de janvier 2024 qui retrace tout l'historique et qui dit que, en substance, délivrer des OQTF à tour de bras, ça n'apporte pas grand-chose. On va mettre des gens qui seront inéloignables en rétention pendant 90 jours pour les sortir au bout de 90 jours en disant bonne journée. Et la prochaine fois, revenez pour 90 jours si vous n'êtes toujours pas parti, même si c'est pas possible, puisqu'on parle de des personnes ukrainiennes ont reçu des OQTF. C'est vraiment assez absurde. Et donc voilà. Bref, ce système, en tout cas français, n'est pas très, très cohérent. Et dans le rapport de la Cour des comptes, ce qui était indiqué aussi, c'est que ce qui peut mieux fonctionner, c'est d'aider les retours financièrement, en fait. D'accompagner les personnes qui le souhaitent avec un projet et avec une somme de départ. On va évoquer aussi les autres mesures dans ce texte qui, là, ont lieu sur le sol européen, en tout cas concernent des mesures sur le sol européen, notamment le fait qu'avec ce règlement, il va y avoir des pouvoirs, les pouvoirs de contrôle de la police sont étendus, donc notamment, ils vont pouvoir fouiller les effets personnels des personnes, pouvoir aussi réaliser des perquisitions sur le lieu de résidence, où là, je cite le texte, ou d'autres locaux pertinents. Il y a aussi la durée de rétention administrative qui va être possible jusqu'à 24 mois, donc allongée et étendue, alors qu'aujourd'hui, c'est jusqu'à 18 mois. Finalement, on s'inquiète beaucoup de possibles violations des droits humains avec les hubs de retour à l'étranger. Mais est-ce que c'est pas aussi là la voie à des violations de droits humains sur le sol européen ? Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie confusion entre la situation irrégulière et la situation d'une personne étrangère qui serait délinquante ou criminelle. Et cette confusion, je pense qu'elle est entretenue assez intentionnellement. La plupart des mesures visent toujours la lutte contre la criminalité, la migration irrégulière. Et donc, on met dans un même panier ces deux situations. Ce qui aboutit à ce que des personnes qui n'ont rien fait à part ne pas avoir de titre de séjour, se retrouvent dans des contextes très intrusifs, très, très violents. Il y a quand même aussi des personnes étrangères aujourd'hui qui arrivent en France qui sont retraumatisées par le non-accueil qui leur est donné. Et donc, il faut avoir cette confusion volontaire qui est créée, justifie aujourd'hui que des mesures extrêmes soient prises jusqu'à s'imaginer que... Alors, on n'a pas le texte définitif, mais... Ce qui a été discuté, en tout cas pour le règlement retour, c'est d'aller chercher les gens, même dans leur lieu d'hébergement, s'ils sont hébergés par une personne française, de débarquer, d'aller les chercher, de prendre leur téléphone, de fouiller leurs données. Tout ça est un peu excessif par rapport à la réalité qui est « je n'ai pas de titre de séjour ». Mais cette excessivité, c'est... Encore une fois, je pense que vraiment, ça permet d'entretenir cette confusion. Tous les étrangers seraient des criminels, des délinquants. Et donc, regardez, nous, politiques, ce qu'on fait, c'est qu'on éloigne la criminalité et la délinquance. En fait, c'est ce qu'on appelle jouer sur des émotions fortes. On va créer la peur, la haine. On montre cette image de la dangerosité que représenteraient les personnes étrangères, qui est très fausse en pratique, faut aussi le rappeler.
mais qu'il y a des situations de délinquance. Et donc, on dirait, la délinquance, elle est là, on l'éloigne, il n'y a plus de délinquance. C'est une solution simpliste qui répond au déclenchement d'émotions fortes. Et la question de la migration en général est excessivement instrumentalisée par les personnalités politiques ces dernières décennies, je dirais même maintenant. C'est documenté très largement. À chaque élection, on y a le droit. Et donc, à chaque fois, les politiques vont pouvoir dire regardez, on a pris des mesures, on a fait des choses au détriment des personnes concernées qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas s'exprimer, et dont, effectivement, comme vous l'avez dit, les droits humains sont vraiment malmenés. Et donc, vous venez de le dire, il y a souvent cette confusion délinquance immigration. Enfin, en tout cas, on a tendance en tout cas, les politiques à mettre dans le même panier et assimiler ces choses-là. Mais en plus, dans les personnes là qui pourront être visées par ces mesures, qui sont déjà en fait visées par ces mesures de rétention, on trouve aussi, ou même par les mesures d'éloignement dans ces potentiels hubs de retour, il y a notamment des familles avec des enfants mineurs. A priori, si j'ai bien compris, les mineurs isolés ne seraient pas concernés par les hubs de retour, mais en tout cas, ça s'appliquerait quand même aux familles où il y a des enfants mineurs. Là aussi, des publics où, quand on se rend compte aussi des gens qu'il y a derrière ces chiffres et ces images qu'on se fait, en fait, c'est aussi, là aussi, une vraie question de droit humain et... Bien sûr, on a toujours aussi cette idée complètement fausse de les personnes concernées, c'est majoritairement des hommes. Aujourd'hui, la migration en général en France, c'est 52% de femmes, de toute façon. Et bien sûr, il y a des enfants. Et bien sûr, les familles font l'objet d'éloignement. On a eu des cas en France de petites filles dont la police va la chercher dans son collège, de façon très brutale déjà. On a été condamné quand même 11 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, la France, avant que la France cesse d'enfermer des familles dans les centres de rétention administratifs, les CRA. Avant ça, la France disait non mais regardez, on a fait un coin famille, c'est très bien et tout. Non, en fait, on n'a dit pas d'enfermement d'enfants, c'est traumatique. Un enfant, quel que soit son âge, quelle que soit la durée de cet enfermement, c'est un trauma en fait. Et donc ça reste compliqué. Alors la France s'est engagée à plus enfermer dans la loi Darmanin 2024, mais on voit bien que dans tous les textes européens, ça revient en force. On a parlé de l'éloignement, mais dans le pacte asile-migration, qui est mis en application depuis le 12 juin dernier, l'objectif, c'est de faire en sorte que en fait, les personnes soient en rétention dès leur arrivée en situation irrégulière. Et donc, encore une fois, qu'elles n'entrent pas sur le territoire européen. Et là, à nouveau, ça concerne les enfants, les familles, y compris en France. Et alors, l'interview touche à sa fin, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Si on prend un petit peu de recul sur la politique de l'Union européenne en matière de migration, elle s'est largement durcie cette année et il y a beaucoup de défenseurs de ce durcissement de la politique en matière d'immigration qui vont pointer les chiffres de Frontex, donc qui est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États de l'Union européenne, et les chiffres de Frontex qui montrent qu'effectivement, on a un nombre de passages irréguliers sur le sol européen qui baisse ces dernières années. Et donc, pour les défenseurs de ces politiques, c'est bien la preuve que, regardez, ça fonctionne. Est-ce que c'est pas un peu simpliste aussi de se dire ça ? Mais évidemment, c'est très simpliste. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est de payer des États tiers, de leur demander d'empêcher les personnes de repartir. Mais quand on creuse un petit peu, ces États tiers, c'est quoi ? C'est la Libye. Je pense qu'il y a unanimité pour dire que la Libye n'est pas un pays fréquentable et qu'il est très dangereux pour les personnes en exil. C'est la Tunisie, dont il a été documenté que maintenant la Tunisie embarque les personnes étrangères en situation régulière dans le désert et laisse mourir dans le désert. Et donc c'est à ce prix, en fait, que les États européens ont fait baisser les arrivées en situation régulière, qui, de toute façon, à leur disons, plus haut niveau, restaient à une très faible proportion de la population européenne. On est sur des chiffres qui sont autour de 0,02% de la population européenne, même quand on était dans des moments un peu plus élevés. Donc oui, c'est aujourd'hui, la politique européenne n'a plus de barrières et en tout cas ne réfléchit plus du tout en termes de droits humains. Merci beaucoup, Tania Rachaud. Je le rappelle, vous êtes chercheuse en droit européen et consultante pour le CCFD Terre Solidaire.